Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que votre session d'examen s'est bien passée, j'espère que votre entourage, vos proches vont bien, j'espère que vous vous protégez, que vous vous désinfectez les mains, le protocole, etc., Covid, voilà. Donc aujourd'hui, je vais faire une deuxième vidéo concernant les études de droit. Puisque sur la dernière vidéo, on m'a posé des questions, en mail, on m'a aussi posé des questions, Messenger également. Donc, c'était concernant le fait que pour faire des études de droit, s'il fallait d'office avoir une aisance oratoire, donc si quelqu'un de timide était beaucoup plus pénalisé qu'une personne qui avait plus de facilité à discuter avec d'autres personnes. Un autre thème qui sera également abordé, c'est comment faire un PAE, parce qu'en master, on fait notre propre PAE, en tout cas à l'ULB, ça se passe comme ça, donc on m'a posé la question. Et moi-même, je me suis posé la question quand j'ai dû faire le mien, donc je trouve que c'est intéressant de l'expliquer pour les personnes qui sont en Bac 3 et qui souhaitent faire un master à l'ULB. Ensuite, on m'a également demandé comment s'inscrire dans un code, une résidence universitaire, donc code ou studio. Ensuite, on m'a aussi demandé s'il y a un stage en droit, comment ça se passe, combien de temps ça dure, si c'est obligatoire. Une autre question qui m'a également été posée, c'est concernant les étudiants étrangers hors hors Union européenne, hors espace économique européen, comment ça se passe. Donc, je vais faire une distinction entre ceux qui font partie de l'espace économique européen et ceux qui ne font pas partie. La dernière question concernera comment se booster après un échec au premier quadrimestre. Donc pour commencer, je vais parler au niveau de la timidité. Il ne faut pas nécessairement avoir une aisance oratoire quand on commence des études de droit. Ça peut être tout simplement un challenge de se dire bon, je suis timide, mais j'aime bien les études de droit. Et donc, grâce à ces études, je vais vaincre ma timidité. J'ai un prof. C'est mon prof de droit de l'Union européenne qui expliquait que lui, de base, il était timide et ça n'a pas empêché pour autant notre prof. Donc il ne faut pas se fixer des limites. Il faut savoir nos capacités, ça c'est sûr. Il faut savoir les progrès qu'on doit faire par rapport à d'autres personnes. Mais il y a beaucoup d'ateliers, notamment il y avait stratégie à la réussite. Il y avait des cours de théâtre, quelques séances. Donc si vous voulez vous inscrire, on s'inscrivait. Et on avait des petits exercices de déclamation, par exemple mettre un crayon dans la bouche et oser parler devant tout le monde, décompresser, les fameuses phrases un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Voilà, j'ai galéré, mais voilà, c'est le genre de choses qui peuvent vous aider à être plus à l'aise. Et surtout, les séances de travaux pratiques. Comme j'avais expliqué dans l'autre vidéo, en première, j'avais un prof. Quand on connaissait l'actualité, qu'on arrivait à répondre à ces questions, on avait un point en plus. Mais ce genre de séances vont vous permettre de vous exprimer devant d'autres personnes en préparant quelque chose chez vous et essayer de l'expliquer, décortiquer en groupe. Il y a aussi les travaux de groupe où on doit présenter à l'aide d'un PowerPoint. Donc ça va aussi vous aider à prendre la parole et au fur et à mesure, en fait, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de vaincre votre timidité et aussi les examens oraux, pardon. Et surtout, l'avantage des travaux pratiques, en tout cas à Lyon, c'est que c'est des petits groupes allant de 15 à grand maximum 30 quand c'est des cours qu'on débloque comme procès civil à d'autres personnes qui manquent quelques cours de RPE. Donc c'est beaucoup plus facile de s'exprimer qu'en amphi. Il y a d'autres cours où les profs sont plus... il y a plus d'interaction en amphi, ils vous mettent à l'aise, donc vraiment à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, il y a des ateliers, il y a aussi un concours de plaidoirie ou aussi un autre concours le meilleur oratoire. Oratoire. Attendez, j'ai un petit bug. Donc il y a toujours des ateliers ou des groupes. Il y a aussi la G droit par exemple. Donc si vous voulez faire partie d'un groupe, donc vous pouvez faire la G droit, connaître d'autres personnes, ça va vous aider à vous exprimer. Et voilà, donc la timidité n'est vraiment pas un frein. Et ne vous laissez pas abattre tout simplement. Parce que par exemple, j'avais des amis
au début, une amie, vraiment, elle était très timide, elle n'osait pas prendre la parole, donc j'essaie un peu de la booster. Et maintenant, je vais pas dire non plus qu'elle est hyper à l'aise non plus, mais elle arrive à prendre la parole beaucoup plus facilement qu'avant et elle arrête de stresser, dire ah c'est pas bon, c'est bon. Et voilà. Donc les profs de TP aussi mettent en place pour les étudiants plus timides des espèces de pliqueurs. Donc ça veut dire on a une espèce de QR code qu'on doit tourner. Si c'est A, on tourne la forme d'un certain sens. Donc vous n'allez pas être nécessairement pénalisé. Ou ils essayent aussi de vous titiller en disant ah, mais toi je t'entends pas souvent, donc on va essayer de te faire parler. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui essaient de vous aider à participer et à vaincre cette peur. Si vous voulez, vous pouvez aussi prendre des rendez-vous avec une assistante pédagogique qui peut vous aider à effectuer un planning, vous aider à trouver des solutions. Il y a même des groupes de théâtre en dehors des cours, donc il y a plein d'activités comme le sport, il y a du théâtre. Oui, j'avais une amie, elle faisait du théâtre. Je sais plus si c'était avec quel groupe, mais c'est pas nécessairement avec le cercle de droit, mais voilà, ça vous permet de vaincre votre peur, ou même prendre du théâtre à côté, ou chez vous, vous lisez oralement quelque chose, voilà, pour essayer d'évacuer ça. Mais surtout, avec les examens oraux, ça va vraiment vous aider. En première, par exemple, à Lyon, pour droit romain, on avait un oral fictif dans le cadre du TP. Et moi, ça m'avait aidé à comprendre les lacunes, ce que je ne maîtrisais pas. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Ensuite, concernant le PAE, un instant, il faut savoir qu'en master, il y a ce qu'on appelle le tronc commun. Donc, c'est les cours obligatoires pour les 3 filières. Donc, les 3 filières sont publiques et internationales. Ensuite, on a civil et pénal. Et on a également économique et social. Et donc, pour le tronc commun, on a un cours de droit international public à 10 crédits. Soit vous pouvez le prendre en français ou en anglais au choix, mais c'est la même matière et même quantité de pages. Ensuite, il y a sécurité sociale, donc ça c'est 5 crédits. Ah oui, pour droit international public, il y a un TP, donc des travaux pratiques à effectuer. Et donc ça vous aide à étudier la matière de manière régulière, parce que le manuel est fait dans les 500 pages. Et pour terminer, on a droit des sociétés et des associations. C'est un cours à 10 crédits et il y a un travail à effectuer dans le cadre des travaux pratiques. Puis, on a d'office un cours à choisir de droit comparé. Donc, ça peut être droit économique comparé, droit public comparé, droit social comparé, droit pénal comparé. Donc, ça, c'est 5 crédits. Donc, déjà à ce niveau-là, vous avez déjà 35 crédits, on va dire, obligatoires à choisir, on va dire, de tronc commun. Ensuite, il y a également un cours de méthodologie de la rédaction. Donc, en fonction de votre finalité sociale, éco, public, pénal, soit vous prenez méthodologie sociale ou soit méthodologie éco. C'est en relation avec vos travaux de fin d'études, mémoire, comme vous voulez l'appeler. Et puis, ce qui reste, c'est les cours à option. Donc, les cours à option, c'est des cours que vous voulez prendre en bac 2, en master 1, comme en master 2, et qui sont parfois mélangés avec plusieurs filières. On peut trouver un cours option de droit pénal des affaires en droit éco et social, comme en droit pénal et civil. Il y a aussi droit des assurances, publicité foncière, procédure d'insolvabilité, droit de l'enfance également, droit public approfondi pour ceux qui sont en public. Donc voilà, vous voyez un peu le genre. Il y a aussi droit financier. Donc c'est comme ça que je fais un PAE. Donc il faut vraiment savoir aussi équilibrer le Q1 et le Q2. Parce qu'il y a des cours qui sont donnés une année sur 2. Ensuite, parfois il y a des cours qui sont donnés que au Q1. Donc vous avez déjà DEP c'est 10 crédits. DSA c'est 10 crédits. Et sécurité
social, c'est 5 crédits. Donc vous avez déjà 25 crédits de tronc commun au premier quadrimestre. Donc le cours de droit comparé, c'est soit au second ou au premier quadrimestre. Donc supposons que vous prenez le droit économique comparé, c'est au premier quadrimestre, ça vous fait déjà 30 crédits. Puis publicité foncière et insolvabilité, les deux, ça fait 10 crédits. Et des fois, vous vous rendez compte que vous arrivez facilement à 45 crédits au Q1. Et c'est énorme. Donc voilà, donc c'est comme ça que se fait un PAE. Et donc vous devrez aller sur votre espace personnel ou sur l'UV, je ne sais plus c'est lequel des deux, et mettre les cours que vous souhaitez prendre. Et en Master 2, bah, il y a encore les cours, vous avez seulement 15 cours options. Donc comme cours en commun, il y a droit international privé, donc ça c'est 10 crédits. Droit de l'environnement qui est à 5 crédits. Et il y a un dernier cours, mais j'ai oublié un instant. Ah oui, droit fiscal. Comment j'ai pu oublier droit fiscal? Qui est à 10 crédits. Donc en tronc commun, en Master 2, vous avez 20 crédits. Ensuite, vous avez un séminaire d'argumentation à prendre. Donc en droit européen, droit économique, droit social en fonction de votre TFE. Donc ça c'est 5 crédits, donc ça vous fait déjà 30 crédits, non, 25 crédits, pardon, on va dire, déjà pris. Ensuite le TFE vaut pour 15 crédits, donc vous voyez déjà que ça augmente. Donc ça fait déjà un droit international privé qui a 5 crédits, droit fiscal qui a 10 crédits, donc ça fait 15 crédits, droit de l'environnement à 5 crédits, ça fait 20 crédits, séminaire d'argumentation qui a 5 crédits, ça fait 25 crédits, plus le TFE, ça fait 40 crédits. Vous avez encore un cours option, soit d'approche, ah oui, un cours d'approche critique en Master 1. D'approche critique, et puis vous voyez qu'il vous reste 15 crédits de corruption, comme j'ai cité, il y a contentieux familial, droit de la famille de l'enfance, dévolution successorale. Il y a des cours aussi à la VUB, mais cette année on n'a pas eu ça. Il y a également droit individuel du travail. Et voilà. Une dernière précision, en fonction des finalités, par exemple si vous êtes en public et international, mais vous voulez plus vous pencher dans l'international, vous êtes obligé de prendre au moins un cours de public. Parce que comme dans votre diplôme, il fera écrit master en droit public et international, c'est logique d'avoir au moins suivi un cours de droit public. Et idem pour pénal et civil, vous êtes obligé, si vous voulez faire plus pénal ou civil, prendre un cours de l'un et vice versa. Ensuite, concernant les inscriptions aux résidences universitaires, d'habitude, en tout cas pour l'ULB, ça commence à partir du 15 février jusqu'au 15 mai. Vous pouvez introduire votre demande sur résidence universitaire, vous mettez le lien et vous trouvez. Vous avez mais cette année, c'était à partir du 1er mars. Vous avez la résidence EG, donc c'est vraiment celle qui est au cœur du campus. C'est vraiment bien parce qu'il y a vraiment tout, il y a de la vie, vous voyez vraiment les gens posés sur l'herbe, vous avez la salle de sport à côté, vous avez la cafette, en dessous le service d'inscription, les amphis, les bibliothèques, vraiment tout à proximité. Bon après il faut aimer la vie en communauté, donc il y a des parties communes comme la cuisine, les sanitaires, donc douche et toilette. Mais c'est vraiment convivial, chaleureux, c'est cool. Bon, il y a les inconvénients de la communauté, hein, de partager les toilettes, douches avec d'autres personnes. Je ferai une petite vidéo pour raconter quelques petites anecdotes. Mais sinon, c'est une bonne ambiance et on voit différentes personnes et c'est bien, on fait plein de rencontres et c'est cool. Sinon, il y a aussi les studios, mais ça, c'est soit Mandela ou la
plaine. En Mandela, c'est vraiment une résidence très très moderne. Il y a douche et toilette dans la chambre. Il y a juste les parties comme cuisine à partager. Mais c'est légèrement éloigné du campus, vraiment légèrement à pied. On traverse des escaliers et on arrive. Ensuite, il y a aussi Ellieu-Comté et Lucia Brokers qui sont également au campus de Solbosch. C'est pas loin, et là il y a aussi toilette et douche individuelle. Et puis il y a les partenaires de l'ULB, comme à la VIB, il y a U-Résidence, etc. Enfin voilà. Sinon, il faut savoir qu'il y a 3 campus, il ne faut pas vous tromper. Si vous êtes en droit, c'est le campus de Solbosch. La Plaine, c'est aussi plus pour ceux qui sont en droit, Sciences Po, 1G, enfin voilà. Et puis il y a Erasme pour les étudiants en kiné et en médecine, ça c'est à Anderlecht. Tandis que droit, Sciences Po, anthropo, etc., ça se trouve à XL. Ensuite, concernant les stages, en droit, on n'a pas de stage obligatoire, que ce soit en Master 1 ou en Master 2. Mais on a la possibilité de pouvoir faire un stage conventionné par le biais de l'ULB. On offre une demande de stage dans notre espace personnel. Donc il y a des conditions à respecter et on doit trouver un maître de stage. Si on ne trouve pas, la faculté peut nous en trouver un. Et en fait, on aura cette attestation en annexe de notre diplôme. Mais ce n'est pas pour autant qu'on aura des points en plus ou autre. Sinon, si on souhaite faire le barreau, il y a 3 ans de stage dans un cabinet au choix. Enfin, on doit choisir si on veut être au barreau de Mons ou au barreau de Bruxelles et trouver un maître de stage qui veut bien nous accueillir pendant 3 ans. Maintenant, je vais vous dire la question qu'on m'a posée, comment se booster après un échec en premier quadrimestre. Le conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement, vous pouvez pleurer un bon coup, crier un bon coup, enfin décompresser. Reposez-vous, franchement, pendant la semaine blanche, j'espère que vous vous êtes reposés, vous avez un peu profité et pris du temps pour vous, pour bien repartir et démarrer au second quadrimestre. C'est pas parce que vous avez raté toute votre session pendant le premier quadrimestre que vous allez doubler d'office. Bon, si vous êtes en bac 1, vous avez la chance et la possibilité de pouvoir repasser tous les examens en juin. Donc vraiment, il faut saisir cette occasion et être rigoureux. Surtout pour se booster, il faut se faire un planning, même si c'est trop dur de le respecter. Mais au moins, ça vous rappelle que vous êtes en retard. Au moins, il y a un planning. Et surtout, toujours mettre un moment de pause ou un jour de la semaine où vous vous reposez, vous ne faites rien. Soit c'est pour aller courir, faire de la peinture, de la danse. Hein. C'est ce que j'ai toujours dit. Le sport, une activité culinaire, tout ce que vous voulez. Même regarder des séries, hein, pour moi, c'est une activité. Hein. Mais il faut vraiment prendre du temps pour soi, pour se reposer et pas être focus que cours. Faut quand même un moment de répit, souffler. Et surtout, ne baissez pas les bras, faites un planning, restez motivé, rappelez-vous pourquoi vous avez entrepris ces études et restez vraiment focus et ça devrait aller. Dites-vous, je peux y arriver, je vais y arriver. Voilà, tout simplement. Dites-vous des good vibes, hein, quoi. Vous vous motivez chaque jour, quitte à lire une citation ou des petites phrases que vous écrivez dans un carnet. En cas de coup de blues et vous vous rappelez, vous relisez ces phrases et peut-être ça va vous motiver, vous booster. Et n'hésitez pas à travailler peut-être en groupe pour essayer de vous aider mutuellement si une personne est plus forte dans une matière qu'une autre. Maintenant, je vais répondre concernant les étudiants étrangers. Enfin, comment effectuer des études en Belgique. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'il y a 2 types d'étudiants. Donc on a les étudiants membres de l'espace économique européen et les étudiants non membres de l'espace économique européen. Donc je vais vous parler des conditions, comment obtenir une demande, où on doit faire la demande, les exceptions,
les preuves du statut d'étudiant, conditions de santé, conditions de sécurité et conditions financières. Donc, je vais tout d'abord faire un petit rappel, un instant. Des types de cartes de séjour. Comme ça, en fonction de votre situation, vous savez quelle carte vous avez. Donc, on a ce qu'on appelle les cartes orange. C'est une attestation d'immatriculation. Cette attestation d'immatriculation est prévue à l'annexe 4 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. Il s'agit en fait d'un titre de séjour provisoire délivré à un étranger ressortissant d'un pays tiers. Donc, c'est-à-dire que votre demande est en cours de traitement d'une autorisation de séjour ou de protection internationale introduite en Belgique. Donc c'est plus pour des raisons médicales, regroupement familial. Mais vraiment, si vous voulez les détails, il faut aller à l'arrêté royal du 10 octobre 1981. On a également la carte C. C'est une carte d'identité étrangère. Donc ça, c'est l'annexe 7. C'est renouvelable tous les 5 ans, ça a une durée illimitée et membre de famille d'une personne de l'Union européenne. Ensuite, on a aussi la carte D. C'est un permis de séjour de résidence de longue durée. C'est l'annexe 7 bis et c'est illimité. C'est pour les personnes qui font partie de l'espace Schengen. On a également la carte E, c'est une attestation d'enregistrement de 5 ans. Ça, c'est pour tous les citoyens de l'Union européenne. Et on a la carte E+, donc c'est un document d'attestation de la permanence de séjour. Donc c'est plus pour les étudiants qui durent plus de 3 mois, ou moins de 3 ans, ou moins de 5 ans dans un des pays membres. On a aussi la carte H, qu'on appelle aussi carte bleue européenne, et on a également la carte A et la carte B. Donc la carte B, c'est pour les étrangers, c'est à l'annexe 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, et ça c'est une durée de maximum 1 an. Donc c'est regroupement familial, études supérieures, protection subsidiaire. Et celle B, c'est pour les étrangers, séjour illimité. Donc c'est des réfugiés reconnus, ça peut être encore regroupement familial ou quelqu'un qui est victime de trafic d'êtres humains. Donc la carte B, c'est vraiment celle qui se rapproche beaucoup plus de celle d'un, on va dire, au niveau des avantages, ils ont assez d'avantages comme quelqu'un qui a la nationalité belge, tout simplement. Bon, il y a des petites subtilités, mais voilà, donc ça c'était la petite parenthèse par rapport aux cartes. Donc maintenant, quelles sont les conditions et les démarches que vous devez effectuer en vue d'obtenir le titre de séjour qui vous permettra de réaliser un projet ou autre, ou des études. Donc tout d'abord, il faut, pour les étudiants ressortissants d'un État non membre de l'espace économique européen, il faut obtenir une demande d'autorisation de séjour provisoire, on appelle ça l'ASP. Donc ça doit se faire où? Ça c'est important, à l'ambassade ou au consulat belge dans le pays d'origine. Ensuite, au niveau de l'administration communale en Belgique, il y a des documents annexes qui devront se trouver à cette demande, donc un visa de 12 mois, un formulaire de visa complété et signé, sauf dispenses telles que le paiement complet de la redevance, une attestation d'inscription ou préinscription ou encore d'admission
à un enseignement supérieur. Donc, l'attestation d'inscription, c'est-à-dire que vous êtes inscrit, vous avez payé tous les frais, etc. Préinscription, c'est-à-dire que vous avez effectué une préinscription. Et une attestation d'admission, c'est que vous devez sûrement passer un test avant d'être admis. Ensuite, il faut une preuve de remplir les conditions d'accès à l'enseignement supérieur. Donc, tout ce qui est diplôme, relevé de notes, ou alors vous devez faire une demande d'équivalence. En général, quand vous venez d'un pays tiers, parfois il faut faire une demande d'équivalence pour voir si ça concorde bien avec le programme belge. Et voilà, une preuve aussi d'une affiliation, d'une assurance maladie, pour voir si vous n'avez pas des maladies qui pourraient porter atteinte à la sécurité, santé publique, enfin, tout ce qui est syphilis, toutes les maladies exotiques. Il y a quoi d'autre comme maladie? Ensuite, il faut également un certificat d'absence de condamnation d'un délit ou d'un crime de droit commun. Donc, je ne vais pas vous faire un cours de droit pénal dans cette vidéo, mais ça, c'est pour les plus de 21 ans, pour voir si vous n'avez pas des poursuites judiciaires ou vous n'avez pas été condamné pour des crimes, meurtres ou autres. Voilà, toutefois, il y a toutefois, il y a des exceptions au niveau de la demande. Elle peut se faire directement en Belgique dans plusieurs situations. Si l'étudiant est déjà admis ou autorisé à séjourner plus de 3 mois en Belgique, donc ça c'est la carte A que j'ai citée précédemment, et si elle remplit toutes les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour la poursuite de ses études. Il y a encore un autre cas, l'étudiant est dispensé de l'obligation de visa pour un séjour n'excédant pas 3 mois, soit en raison de sa nationalité. Donc ça c'est tous ceux qui font partie de l'Union européenne, soit parce qu'ils possèdent un titre de séjour permettant l'entrée sans visa, et dernière condition, soit parce qu'il est en possession d'un visa D en cours de validation. Donc la liste des pays, vous pouvez le trouver sur internet. Mais il y a également des exceptions telles que des circonstances exceptionnelles qui empêchent ou rendent difficile le retour au pays d'origine de manière temporaire. Voilà. Il faut, bien sûr, si vous venez, vous voulez étudier en Belgique, c'est un peu le titre de la vidéo, la preuve du statut étudiant, donc une attestation d'inscription, donc qui prouve que vous êtes étudiant de manière régulière dans un enseignement supérieur en Belgique, ou soit une attestation d'admission ou de préinscription, comme j'ai dit précédemment, ou une attestation d'inscription en vue d'un examen d'admission. Donc ça, c'est au niveau des examens d'entrée ou peut-être équivalence, etc. Mais pour les deux dernières conditions précitées, en fait, il y a un délai de 4 mois. Une fois que l'étudiant est rentré sur le territoire, il doit confirmer son inscription. Au niveau des conditions de santé, il faut un certificat médical, comme je l'ai dit précédemment, pour les maladies qu'on considère graves. Donc il y a la tuberculose, la syphilis, autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses, toxicomanie, altération psychomentale grossière. Il y a aussi une condition de sécurité. Donc il ne faut pas porter atteinte à l'ordre public, il ne faut pas poser problème. Donc ça, c'est par rapport aux crimes et aux délits que j'ai précités pour les personnes à partir de 21 ans. Ensuite, on a aussi une condition financière.
il faut quand même avoir des ressources suffisantes pour pouvoir venir étudier en Belgique. Il ne faut pas être un poids pour le pays d'accueil. Donc, l'Office des étrangers considère qu'il faut une somme minimum de 670 € par mois, qui est nécessaire pour tout ce qui est soins de santé, frais de séjour, les extras, en cas de rapatriement également. On peut démontrer cette autonomie financière de plusieurs façons. L'étudiant a obtenu un prêt ou une bourse d'études, ou la solution qui est la plus souvent utilisée, c'est la prise en charge par un garant qui a des ressources financières suffisantes. Donc c'est une personne qui réside en Belgique, qui a la nationalité belge et qui a des ressources suffisantes pour pouvoir subvenir aux besoins de la personne qui vient du pays tiers. Donc le montant qu'on considère comme ressource suffisante est de 2115,99 €. Donc le calcul, on fait entre parenthèses, ils estiment que c'est 1295,91 € plus 670 € plus 150 € par personne à charge. Voilà. Une dernière condition, lorsque l'étudiant arrive sur place, il a 8 jours pour s'inscrire à la commune. Et concernant le renouvellement, il a entre 45 et 30 jours qui précèdent la date d'expiration de son titre de séjour. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera à comprendre, en tout cas pour les étudiants étrangers, les démarches. Je vais faire une petite parenthèse pour les étudiants membres de l'espace économique européen. Les conditions sont beaucoup moins strictes et beaucoup moins conséquentes parce qu'il y a un accord de libre circulation qui est prévu à l'annexe 19. Donc il faut juste une demande d'attestation d'enregistrement voilà, pour les 3 premiers mois. Et donc c'est la carte E. Et sur enseignement.be, mobilité jeunesse.be, vous trouvez toutes les informations nécessaires pour pouvoir effectuer des études en Belgique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous a apporté des éléments supplémentaires à vos questionnements. Si vous avez d'autres questions concernant les études, si vous voulez une explication sur certains cours en vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un pouce, à liker, à partager, à vous abonner. Prenez soin de vous, de vos proches. Courage pour le confinement, les étudiants, on est ensemble. Et n'hésitez pas à prendre l'air, à essayer de voir du monde en respectant les mesures sanitaires. Et à profiter tout simplement et rester motivé. Les restos ouvrent bientôt et on prend